Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S809 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 mai 2024. Nous sommes toujours avec Julia Swell pour cette grande émission dédiée aux accessoires vidéo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Julia, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, ma première question est la suivante. Pourquoi souvent en vidéo on se retrouve à devoir utiliser une tonne d'accessoires ? Parce qu'en fait, en vidéo, c'est aussi pour ça que c'est un peu complexe de se former au début. C'est qu'il y a plein de métiers qu'il faut savoir faire. Pour faire une vidéo, il faut maintenant être ingé son, maîtriser la lumière, donc être chef opérateur, être aussi cadreur et après être monteur. Donc en fait, pour pouvoir couvrir tous ces métiers-là que les clients nous demandent de faire aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus le budget pour faire appel à tous ces postes, eh ben, il faut s'équiper. Et puis parfois, tu prends des appareils, comme c'est ton cas, qui sont modulaires en fait. C'est ça. C'est-à-dire qui vont permettre d'accueillir, et qui sont conçus en fait, tout simplement pour accueillir tout un tas d'accessoires. Exactement. Parce que tout le monde n'utilise pas la même quantité. Mhm. Quel type de pied ou de trépied tu pourrais conseiller en usage vidéo ? Alors, je suis ambassadrice Sirui, mais c'est pas forcément pour ça que je vais en parler. Moi, quand je me suis lancée en vidéo, je cherchais une marque abordable qui permette d'avoir des trépieds et des monopodes pas trop lourds. Et donc, je conseillerais du coup cette marque-là parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Et là, ils viennent effectivement de sortir monopode et trépied avec un système de ce qu'on appelle le quick release. Donc, c'est un système de relâche rapide du trépied qui permet d'être mis en place en quelques secondes sur un set. Donc, je partirai là-dessus si je devais m'équiper aujourd'hui. Et on peut ajouter deux autres marques qu'on a mentionnées dans l'émission, qui sont Zachler, mais Ouais. là on est sur un gros budget. vraiment du haut de gamme, du Mhm. gros budget, mais si on veut un investissement Totalement. sérieux, pérenne, On est parti pour 20 ans. voilà, c'est vraiment du très très beau matériel. Et puis Manfrotto qui demeure assez incontournable. Et puis ce système de quick release dont C'est tu vrai. parles, Mm. qu'il propose également. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert un gimbal ou ce qu'on appelle un stabilisateur en bon français ? Donc le stabilisateur, c'est devenu un moyen de remplacer, en tout cas pour des petites productions, le poste de Steadicammer, qui avant était surtout un poste qui était utilisé dans le cinéma, donc c'est-à-dire une caméra embarquée avec un gros système harnaché à la poitrine. Donc aujourd'hui, ça permet par exemple de faire du suivi de personnes, de filmer une vidéo de danse en tournant autour du danseur, tout en ayant une image super stable, sans avoir les à-coups liés à la marche par exemple. Donc c'est assez léger, c'est assez abordable et ça permet d'avoir un rendu cinéma assez incroyable. Pourquoi les filtres ND permettent de faire des séquences avec de toutes petites profondeurs de champ ? En fait, un filtre ND, ça va permettre de compenser une trop forte luminosité. Donc, on va utiliser un filtre ND pour éviter à avoir à bouger ses réglages et donc abîmer, entre guillemets, son image. Donc, quand on veut garder une très grande ouverture pour garder un bokeh, on va utiliser un filtre ND. Ou quand on veut éviter d'augmenter sa vitesse pour garder ce petit flou de bouger qui apporte ce côté cinéma, bah c'est pareil, on va utiliser un filtre ND. Et puis il y a Adelin au cours de l'émission qui nous a dit qu'il n'aimait pas trop les ND variables. Toi, c'est un peu le contraire, mais il y a des nuances dans tout ça, donc on peut peut-être juste inviter nos auditeurs à faire des essais eux-mêmes en fait, Tout à fait. pour trancher. Quelles solutions on peut mettre en place relativement simplement pour l'enregistrement sonore sur une vidéo ? Alors la solution la plus simple quand on n'a pas besoin de mettre de micro-cravate parce qu'on veut filmer une scène qui se passe avec plusieurs personnes qui parlent, un son d'ambiance, ça va être de brancher un micro-canon directement à la caméra. Donc un micro qu'on peut directement mettre sur la griffe de l'appareil photo et qu'on va brancher en mini jack. Sinon, il y a pas mal de systèmes de micro-cravates qui sont aujourd'hui extrêmement faciles à utiliser par rapport à avant. C'est-à-dire qu'on allume le micro, il s'appaire automatiquement avec l'émetteur. Et là, on le fixe sur la personne et on est parti. Il faut juste vérifier au casque qu'il n'y a pas de bruit de frottement. Mais c'est des super moyens d'avoir une prise de son autonome sans ingé son. Et tu citais une marque française pendant Ouais, l'émission. je citais... Parce qu'on connaît DJI, on connaît Rode C'est notamment. ça. Il y a une Sennheiser. start-up qui s'est lancée il y a quelques années, qui a lancé par exemple le Pico Mic 2 Pro que j'ai acheté il y a quelques mois et que je recommande aujourd'hui totalement. Je suis pas du tout sponsorisée par eux, c'est vraiment que je suis conquise.
Ça permet de filmer une journée entière sans recharger la batterie, sans changer de pile. Et ça permet de filmer une interview à 2 personnes parce que le kit comprend 2 émetteurs qui sont directement des micros sans micro-filaire. Et là, le récepteur récupère le signal des 2 et on peut muter les micros et les intervertir. Enfin, c'est assez incroyable, c'est assez bluffant. Ils sont très, très forts et du coup, le SAVE se passe en France. Parfait. Est-ce qu'il vaut mieux enregistrer ces séquences vidéo en interne sur son boîtier ou en externe via un moniteur enregistreur en HDMI ou directement même, parce que maintenant les boîtiers le permettent pour la plupart, sur un disque dur externe connecté en USB-C? Alors ça dépend vraiment de notre modèle de caméra. Si on a une caméra qui permet de filmer des vidéos qui vont être peu compressées avec un gros débit, qui vont permettre de pouvoir étalonner derrière, qui vont être des fichiers assez lourds, mais qu'on aura la capacité de monter derrière parce que notre ordinateur est assez puissant, on peut filmer directement sur la caméra. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des cartes SD très rapides qui permettent d'enregistrer donc des gros fichiers. Donc dans ces cas-là, moi, j'enregistre quasiment jamais sur un moniteur externe. Par contre, ça permet d'utiliser parfois le plein potentiel d'une caméra en enregistrant en externe. Mais ça, vraiment, ça dépend tellement de la caméra que c'est difficile de répondre d'une manière générique. Je pense qu'aujourd'hui, le moniteur, voilà, il peut être utilisé de 2 manières. Soit uniquement d'un retour quand on est au soleil et qu'on ne voit rien sur la caméra, ça c'est génial. Soit d'un enregistreur. Et là, effectivement, mais c'est pareil, ça alourdit aussi le setup parce qu'il faut anticiper, avoir le bon SSD, avoir un workflow aussi rapide où on peut vider rapidement les rushs. Enfin, c'est pas anodin d'enregistrer sur un moniteur, donc c'est aussi notre réflexion. Mais c'est super intéressant. Quel type d'éclairage LED tu pourrais conseiller pour un usage terrain? Alors, pour un usage terrain, c'est-à-dire ce qu'on appelle le run and gun, où on va filmer par exemple Ouais. exclusivement à la main, là, je conseillerais une petite minette LED. Il y en a de toutes les marques. Moi, j'aime beaucoup celle de Aputour. Donc, c'est des LED qui font la taille. Allez, ça va entre de la carte de visite au téléphone portable. C'est vraiment tout petit. Ça se recharge en USB-C la veille du tournage. Par contre, ça a du mal à tenir une journée. Donc, soit il faut en avoir 2, soit il faut prévoir le temps de recharge. Soit peut-être il y a un moyen de sûrement brancher une batterie externe dessus. Donc, faut faire des tests, faut pas hésiter à chercher plusieurs marques, voir ce qui nous convient, et essayer toujours d'avoir un setup le plus léger possible, parce qu'une journée entière, courir partout avec une caméra, c'est sport. Et pour terminer, Julia, comment tu fais pour fixer tous ces beaux accessoires autour de ta caméra? Tu as Alors, une grande équipe d'assistants. c'est ça. Tu nous Dans l'as ma pas dit en poche, fait. Mais... dans ma poche, j'ai un ingé son et un chef op. Non, il y a des outils qui sont devenus indispensables aujourd'hui. Enfin, c'est pas des outils, hein, c'est des accessoires. Donc, c'est des cages. Et ces cages, en fait, c'est des manières à la base de protéger les caméras, mais qui sont devenues surtout des moyens de fixer tous les accessoires parce que c'est uniquement recouvert de pas de vis. Donc, ça nous permet d'avoir une liberté de setup. Moi, les miens, ils sont parfois un peu punk, j'avoue. Mais ça permet de pouvoir brancher un micro, un moniteur, une LED, tout ça directement autour de la caméra grâce à la cage. Et Il y a t'as vu, plein de marques qui en font. on a été très sympa, on t'a préservé, on ne reparle pas de ta gestion des câbles. Ah non, Tu parlais du côté punk. il faut pas. Mais je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. Allez voir, suivez les stories de Julia sur Insta, C'est vous comprendrez de quoi on parle. Merci beaucoup pour toutes ces explications.